Femme, à vous la parole. Jigéen ñi maa ngeen wax. Saïdati Lakoum Al-Kalima. Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Femmes à vous la parole, bienvenue sur LFM si vous nous rejoignez. Et aujourd'hui nous vous proposons une émission santé, une émission pour parler d'une maladie méconnue et pourtant elle touche 3% de la population, soit plus de 2 millions de Français. La plupart des patients sont des femmes, à 90%, il s'agit de la fibromyalgie. Mais qu'est-ce que la fibromyalgie? Quels sont ses symptômes? Comment apprendre à vivre avec cette maladie dont on ne guérit pas et dont on ne connaît pas les causes? Une maladie des temps modernes comme on l'appelle, une maladie douloureuse. On en parle aujourd'hui dans Femmes à vous la parole avec plusieurs membres de l'association Espoir Fibromyalgie Île-de-France. Alors merci à toutes les quatre d'être avec nous. Donc nous avons Marie qui est la secrétaire de l'association. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Anita, trésorière de l'association. Bonsoir. Et nous avons Marie qui est membre de l'association également. Bonsoir. Et pour finir, Brigitte, membre de l'association Espoir Fibromyalgie Île-de-France également. Bonsoir. Donc merci beaucoup à toutes les quatre d'être avec nous en plateau pour nous parler de ce sujet, de cette maladie encore trop méconnue. Alors nous aurons aussi dans cette émission l'occasion d'écouter plusieurs spécialistes, notamment deux auteurs, le docteur Clohaguin et notamment Katia Braga qui est docteur en homéopathie. Nous aurons aussi l'occasion d'écouter Carole Robert qui est présidente de l'association Fibromyalgie France et Danielle, une patiente récemment diagnostiquée. Alors pour commencer cette émission, une première question qui s'impose, qu'est-ce que la fibromyalgie? Alors je pense que vous êtes les plus à même de nous en parler en tant que fibromyalgique. Alors la Anita. Fibromyalgie, je dirais que c'est un état douloureux du matin au soir avec une énorme fatigue. Et quand on dit fatigue, le mot est faible, c'est plutôt épuisement. En gros, vous imaginez d'avoir la grippe tous les jours, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, que ce soit l'été et l'hiver. Alors évidemment, il y a des moments où on va un petit peu mieux, mais la plupart des patientes ont beaucoup d'états d'épuisement. Voilà. Donc est-ce que c'est une sensation, cette sensation de grippe, cet état grippal, est-ce que c'est une sensation que vous avez toutes en plateau? Ben oui, on est toutes les quatre concernées avec. On associe aussi des maux de tête très importants, comme dans une comme une migraine, névralgie, comme dans une grippe, des états où on a très chaud, très froid. Tout est exacerbé de toute façon avec la fibromyalgie. On a des douleurs intenses, on a des tendinites, on a trop chaud, on a trop froid, on sent des odeurs qu'on ne sentait pas avant. Tout est exacerbé en fait. Hein, c'est vraiment ça. Est-ce que ce sont des symptômes en fait que vous aviez avant le diagnostic? C'est ce qui a poussé les docteurs en fait à vous diagnostiquer fibromyalgique? C'est très très long d'être dépisté fibromyalgique. Chez certaines ça dure 1 an. Ça c'est quand ça dure pas très longtemps. Sinon, ça peut durer 5 ans, 10 ans, voire plus pour certaines personnes. Après, ça dépend aussi le taux, parce que sans savoir exactement donner des taux différents, il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus atteintes au point de vue de la fatigue et de la faiblesse. Et on sait que la fatigue est due aux douleurs qui sont constantes et journalières, quoi. Alors en fait le diagnostic, ça se passe comment? C'est au toucher en fait, des douleurs au toucher sur différents points, c'est ça? Oui, c'est exact. C'est une des façons de nous diagnostiquer. Les autres sont que nous avons passé des radios, des scanners, des IRM, des prises de sang, et à peu près tout est normal. Et quand tout est normal, en général, un rhumatologue ou un neurologue va vous diagnostiquer fibromyalgique. Il y a aussi le manque de sommeil, un sommeil non réparateur où on est réveillé 5-6 fois par nuit, où on dort que 2-3 heures par nuit. Voilà, c'est à peu près les cas. Dans votre quotidien, que représente cette maladie au fur et à mesure des mois, au fil des années? Oui. On a l'impression d'avoir 90 ans. Oui, et puis ça crée des conséquences qu'on imagine bien sûr, c'est-à-dire que si vous essayez de continuer de travailler, vous êtes dans un tel état d'épuisement, et bien sûr ça
touche au moral, c'est bien évident, puisque vous ne dormez pas, ou quand vous dormez, vous récupérez pas. Donc, tout dépend le travail que vous avez, mais je dirais que ça soit un travail physique ou intellectuel, arrivé à un moment au niveau de l'intellect, de toute façon, vous avez des pertes de mémoire, vous avez des problèmes d'élocution, vous recherchez à chaque fois vos idées, vous savez plus comment vous exprimer, enfin peur d'ailleurs de dire n'importe quoi. Donc il est bien évident qu'arrivé à un moment, on se retrouve en arrêt de travail avec toutes les conséquences que ça peut entraîner. Donc on a différents cas autour de la table avec l'arrêt de travail déjà au départ, après les problèmes de mi-temps thérapeutique pour certaines quand c'est possible dans leur travail, ce qui n'est pas toujours le cas. Moi, ça n'a pas été le cas par exemple. Après les invalidités première catégorie, deuxième catégorie, donc tous les problèmes financiers que ça peut entraîner, tous les problèmes de couple que ça peut entraîner. Malheureusement, beaucoup c'est vraiment de très personnes. dur à vivre et à comprendre aussi. Très dur à vivre. Donc le conjoint, souvent c'est un conjoint parce qu'il y a beaucoup de femmes. Pour le malade, plus le voilà. Et les enfants qui des fois ne comprennent pas toujours. L'incompréhension de l'entourage, c'est très important. On est souvent catalogué de feignantes. Et donc c'est vrai que nous on aimerait bien faire les choses, malheureusement c'est l'épuisement qui nous cloue, quoi, je dirais. Voilà. Surtout le plus important, c'est la fatigue. Surtout que très souvent, on a été des personnes qui ont été considérées comme hyperactives. Nos surnoms, c'est plutôt Duracell, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on a été plutôt comme ça. Voilà. Et nous, maintenant, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire on nous a mis, on a fait off. En fait, on était sur on, on est passé en position off. Et on n'est pas du tout habitué à ça, ce qui fait que, bien sûr, le moral, tout en prend un coup énorme. Oui, donc il y a beaucoup quand même ce profil de maman qui a beaucoup travaillé, qui a justement ce côté un peu hyperactive, de s'occuper un peu peut-être de beaucoup des tâches ménagères. On fait tout. Le travail, les enfants. Moi, j'étais sportive. Oui, moi aussi. Je faisais beaucoup de bénévolat, donc j'ai été obligée d'abandonner tout ça. Donc on ne connaît pas vraiment les causes, mais on peut voir quand même des profils un peu similaires, avec quand même des gens 90% aussi de femmes quand même, entre 80 et 90%. Il y a des hommes aussi, mais pour l'instant, on en a pas. Ils sont moins. Mais on a eu des jeunes aussi, des jeunes hommes. Ce qui était nouveau quasiment, parce qu'on était habitués plus à des femmes à quarantaine d'années. Même plus jeunes, mais bon, on pensait souvent. Il y a des hommes, ils osent peut-être pas non plus venir montrer leur faiblesse, leur douleur. Leur douleur ou. Une appréhension différente peut-être aussi de la douleur. C'est ça. Alors vous, ça remonte à plusieurs mois, plusieurs années, donc ce diagnostic de fibromyalgique. Alors je vous propose qu'on écoute une interview réalisée avec Danielle, qui a été diagnostiquée récemment, il y a 3 mois en fait, fibromyalgique. Donc elle répond à mes questions sur LFM. Elle nous donne notamment sa première réaction quand on lui a dit qu'elle était fibromyalgique. Ma première réaction, quand le rhumatologue me l'a appris, c'était d'abord l'incompréhension, car je ne connaissais pas du tout cette maladie. Puis après, j'ai ressenti l'appréhension, de la peur d'avoir une maladie qui faisait beaucoup souffrir et qu'on pouvait parfois soulager, mais pas guérir. Donc vous avez parlé d'incompréhension, de l'incompréhension vis-à-vis de vos proches aussi, qui ne connaissaient pas peut-être, sans doute, cette maladie. Oui, personne autour de moi, ni mon mari, ni mes enfants ne connaissaient cette maladie, ni n'en avaient jamais entendu parler. Donc j'ai ressenti leur première réaction comme n'étant pas de l'indifférence, mais du doute, de l'incompréhension de ce qui m'arrivait. Donc au début, vous ne connaissiez pas trop cette maladie, le rhumatologue vous en a parlé, et quelle a été la suite par rapport à ça? Est-ce que vous avez essayé de faire des recherches? Est-ce que vous avez trouvé les réponses à les questions que vous pouvez vous poser? Le rhumatologue m'a fourni des petites revues, des petits fascicules à lire, donc je me suis d'abord renseignée en les lisant tous, et puis ensuite j'ai fait des recherches personnelles sur Internet. Donc, d'ailleurs, tous les soirs, à peu près,
J'y vais tout le temps sur des forums ou sur des sites d'associations pour me renseigner. Qu'est-ce qui vous aide peut-être est-ce que vous avez trouvé déjà des solutions et qu'est-ce qui vous aide à lutter contre la douleur au quotidien, une douleur constante? Est-ce que vous arrivez à vivre avec? Comment vous la vivez cette douleur? C'est vrai qu'au début c'était peut-être plus difficile, mais là je me suis fait pas une idée, mais disons que ce qui m'aide beaucoup, c'est le soutien de mes proches, en particulier de mon mari, de mes enfants. Leur aide pour toutes les tâches ménagères, mais d'un grand secours tous les jours. Et puis leur soutien moral, leur respect de ma fatigue perpétuelle, leur écoute quant à mes douleurs incessantes. Ça soulage beaucoup. Donc j'essaye de garder le moral et de profiter de la vie au jour le jour. Comme on dit, carpe diem. Eh bien, merci beaucoup, Daniel, d'avoir répondu à nos questions et donc pour ces réponses sincères et ce message d'espoir aussi pour les fibromyalgiques. Est-ce que à l'heure actuelle, vous vous posez encore des questions car donc dans cette émission, il y a plusieurs personnes en plateau qui pourront peut-être vous apporter des réponses. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Des questions, j'en ai tellement que je ne saurais pas par où commencer. J'en aurais quelques-unes en particulier, telles que est-ce que autant de médicaments allopathiques sont réellement nécessaires pour nous soulager? Ou est-ce qu'il existe des traitements plus doux, moins agressifs en effet secondaire? Sinon, est-ce que c'est normal d'avoir autant de trous de mémoire et de difficultés de concentration, y compris les difficultés de langage telles que l'inversement des mots, ou remplacement d'un mot par un autre qui n'a rien à voir, ou l'oubli de la fin d'une phrase. Et puis je voudrais bien savoir aussi, est-ce qu'une consultation ou une hospitalisation en centre antidouleur est vivement conseillée et donc bénéfique? Donc on vient d'écouter Daniel qui a été diagnostiquée en janvier de cette année, donc fibromyalgique, et on la sent un peu perdue, elle se pose beaucoup de questions, donc elle a même trouvé des questions à vous poser, donc je ne sais pas si vous avez des réponses en tant que fibromyalgique à lui donner. Quelques-unes. Marie, allez-y. Les pertes de mémoire, oui, c'est tout à fait normal avec la fibromyalgie, mais il y a aussi les médicaments. Voilà, donc et par rapport les médicaments, il y a rien parce que jusqu'à maintenant, moi j'ai fait plein d'essais sur plusieurs médicaments, j'ai jamais trouvé de soulagement. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Perte de mémoire, c'est fait, je sais plus. Et sur les centres Ah oui, le centre du sommeil, moi j'en ai fait et ça m'a rien donné. D'accord. Centre antidouleur, et tout ça. Centre antidouleur. Voilà, ils vous donnent à peu près ou des médicaments ou alors ils vous donnent des conseils, mais bon, pour moi ça m'a rien fait. Alors ça peut apporter à d'autres personnes peut-être un petit amélioration, mais moi ça m'a rien fait jusqu'à maintenant. Alors, il y a la cure thermale. Voilà, quand même. Alors moi j'en ai fait une pendant 3 semaines, mais c'était pas spécialisé fibromyalgie. Voilà. C'est vrai que il traitait la fibromyalgie, mais c'était plus pour les maladies psychosomatiques et donc c'est vrai que ça m'a fait du bien pour le sommeil au départ. Je peux pas. Bon, après il m'est arrivé une petite anecdote, on n'en parlera pas, donc qui a fait que malheureusement on s'est reparti un peu à zéro. Mais bon, en tous les cas, c'est vrai que les cures thermales, quand on peut, les cures thalasso, mais attention, orientée. Là, je dois en faire une pour le sommeil. Vraiment, il faut que ça soit orienté parce que la thalasso devient quasi insupportable pour nous. Il y a des soins qui sont trop fatigants, ça nous entraîne plus de douleur qu'autre chose, donc c'est pas la peine. En revanche, c'est vrai que les cures thermales, il y en a de plus en plus spécialisées en fibromyalgie. On a malheureusement une amie qui n'est pas là, mais qui en fait à Roya. Bon, c'est vrai que Roya, c'est très réputé. Moi, j'en ai fait dans les Pyrénées-Atlantiques. Je n'ai fait qu'une année, mais ça m'a suffi. Parce que quand je suis rentrée, j'étais pire que quand je suis arrivée là-bas. Donc c'était plus la dépression qui était arrivée, quoi. Parce que pendant qu'ils s'occupent de nous, ça va, on fait ce qu'on peut.
Mais après, une fois qu'on sort de là-dedans, au bout de 3 semaines, tout revient, quoi, d'un seul coup, quoi. D'accord. Et c'est très dur, quoi, après. Donc on remarque quand même que c'est à chacune de trouver les solutions Voilà. un peu qui lui va. Et vous avez tout ce retour par rapport aux médicaments qui n'agissent pas vraiment. Oui, les médicaments, il faut les prendre vraiment quand on a une grosse crise. Une grosse crise. Souvent, les médecins et les centres antidouleurs nous le disent. Essayez de garder les médicaments pour les grosses crises. Moi, je pratique la méditation, le tai chi. Je dirais que ça apporte surtout sur le seuil de tolérance de la douleur. Donc, c'est surtout vis-à-vis de ça. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a guidée à travers ça. Donc, ça fait énormément de bien. Donc, c'est noté. Peut-être que ça pourra aider certaines fibromyalgiques. Oui, la relaxation, vous aussi. La relaxation musicale aussi. Voilà. Ça aide. Mais après, ça va pas à tout le monde. beaucoup. Parce que moi, moi, j'y arrive pas. D'accord. Donc, faut essayer et Voilà. il n'y a rien à perdre. C'est tout ce qui est très lent. Moi, je ne supporte pas. Je suis... D'accord. Voilà. Et le problème qu'on a toutes, ce qu'on disait, c'est un problème de lâcher prise. Voilà. Qui fait que... Il faut qu'on apprenne à lâcher prise, voilà. Pour pouvoir se relaxer, justement. Voilà, c'est ça, oui. Et se dire que tout ne découle pas de nous, tout n'est pas de notre faute. Je crois qu'on prend trop, justement, sur notre dos. Et c'est peut-être un peu pour ça qu'on a un peu mal au dos. Oui, aussi. Voilà. On se culpabilise, je pense. Ouais. Pour les autres et puis nous. Et oui, quand on a été hyperactif et du jour au lendemain, on est obligé d'arrêter, c'est difficile. C'est difficile pour soi-même à accepter et pour l'entourage aussi qui ne comprend pas toujours. Voilà. Mais est-ce que quand même, au fur et à mesure, vous avez réussi à la comprendre un peu, cette maladie ? On apprend à la gérer. Voilà, on apprend à la gérer au quotidien. À la gérer un peu mieux qu'au départ. Je me sens moins isolée, quoi. Parce qu'au début de la maladie, c'est vrai que je me suis complètement isolée. Ça, c'est le gros problème. On s'isole parce que comme on se sent pas compris, eh bien, on se dit, je me retire un petit peu du monde. Et puis, petit à petit, on apprend justement à vivre avec cette maladie, à comprendre que, forcément, quand quelqu'un dans la rue nous demande si on va bien, faut pas forcément répondre qu'on a mal. Faut répondre qu'on va bien. Et après, si c'est quelqu'un qui est plus intime avec nous, mais voilà, essayer de relativiser. Et puis, moi, j'avais une souffrance énorme, c'était vis-à-vis de mes enfants. Oui, parce que c'est une maladie qui serait génétique, héréditaire. On a beaucoup de doutes sur ça. Il n'y a pas de certitude. Donc, il a fallu que j'apprenne à lâcher prise sur ça pour me dire, de toute façon, même si tu te tracasses, même si tu t'en fais, même si tu pleures, ça ne changera pas le problème. Donc, profite de tes enfants. Ils sont encore en bonne santé. Profites-en. Tu ne peux pas gérer tout. Voilà. D'accord. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de questions encore à se poser autour de cette maladie, déjà parce qu'on ne connaît pas bien les causes, et c'est pour ça qu'il y a des auteurs qui écrivent donc des livres. Un livre qui m'a été conseillé par l'une de vous, il s'agit de Fatigue chronique et fibromyalgie, donc un livre qui est sorti aux éditions Alpen, un livre du docteur Glohaguin. Donc je vous propose d'écouter son interview. Donc il nous explique notamment pourquoi il a écrit un livre sur ce sujet. Lors de mon exercice médical hospitalier, j'ai constaté maintes et maintes fois que derrière des petites pathologies de la vie quotidienne, ce qu'on appelle la bobologie, les motifs de consultation des gens, en discutant un petit peu avec eux, revenait souvent le problème des douleurs chroniques, de la fatigue. Alors, c'était souvent des personnes, des femmes, très jeunes, entre 20 et 40 ans, enfin pour toutes celles que j'ai pu voir, qui venaient donc pour des petits problèmes de santé, des petites entorses, des trucs comme ça, et en les examinant, je me rendais compte qu'elles avaient des douleurs à certains endroits, notamment à l'intérieur des coudes, au niveau des genoux. Et avec le temps est arrivé le concept de fibromyalgie, un condensé de symptômes douloureux concernant surtout la femme. Et moi je faisais un petit peu de recherche comme ça dans mon coin, je me rendais compte que finalement beaucoup de femmes avaient ça. Voilà un petit peu ce qui m'a amené à m'intéresser à cette pathologie, à tous ces oubliés de la médecine que sont les femmes qui souffrent de la fibromyalgie. Alors vous parlez beaucoup de femmes, comment vous expliquez que ce soit une maladie qui touche plus les femmes ?
je l'explique pas justement. Je pense que personne ne l'explique. Alors globalement, en étant schématique, la fibromyalgie, ça s'explique comme ça. Enfin, les spécialistes, les neurophysiologistes l'expliquent comme ça, les neurobiologistes aussi. Il s'agirait d'une diminution du seuil à la douleur. Alors voilà, je m'explique. Si j'appuie sur l'intérieur de votre coude d'une façon relativement modérée, on dit à peu près c'est 4 kg au centimètre, c'est quand même assez modéré. Si j'appuie avec mon pouce sur l'intérieur de votre coude avec une pression donc qui n'est pas très forte, si vous n'êtes pas fibromyalgique, vous n'aurez pas mal. Si vous êtes fibromyalgique, vous aurez mal. En fait, c'est un petit peu comme si le fibromyalgique avait un seuil de la douleur beaucoup plus bas que tout le monde, enfin que ceux qui ne sont pas fibromyalgiques, et déclenche des douleurs à la pression. Alors, il n'y a pas que les douleurs, il y a aussi la fatigue. Il y a aussi tout un cortège de douleurs, d'autres douleurs, de sensations digestives. Enfin, c'est pas isolé, hein, c'est pas simplement fatigue et douleur, c'est tout un contexte. Voilà. Donc, on n'explique pas pourquoi c'est les femmes. Alors bon, il y a des explications qui sont données à droite à gauche. On ne connaît pas vraiment non plus l'origine. Certains évoquent le neuromédiateur, la sérotonine, hein, ce neuromédiateur qui est impliqué dans les mécanismes de la douleur. Il semblerait que ça se passe dans la partie postérieure de la moelle épinière, dans la corne postérieure. Voilà. Donc, toutes les sensations normales chez un individu qui ne souffre pas de fibromyalgie, chez un fibromyalgique, vont déclencher des influx douloureux qui le sont. Enfin, tout ça, ce sont des perceptions, c'est très, très subjectif. Voilà. Peut-être pour finir, un conseil pour justement toutes les personnes fibromyalgiques qui nous écoutent, pour leur entourage aussi. Moi, je voudrais leur dire déjà une chose toute bête, c'est qu'elles aillent voir un médecin qui connaît les fibromyalgies. Parce qu'il n'y a rien de pire quand on est patient d'aller voir un médecin qui va commencer par vous dire j'ai fait des radios, j'ai fait un bilan de sang, tout est normal, vous n'avez rien, c'est dans votre tête. À mon avis, c'est là que déjà commence la spirale. C'est-à-dire que moi, j'étais très sensible à la fibromyalgie parce que je la connaissais, parce que ça m'intéressait, puis parce que je me rendais compte aussi que les autres s'en moquaient un petit peu dans mon entourage médical. C'est psychiatrique, quoi. Et finalement, non, c'est pas psychiatrique quand on voit que les femmes ont toutes les mêmes... c'est vraiment toujours le même tableau, puis elles ont mal à l'intérieur des genoux, mais pas à l'extérieur. Vous voyez, c'est pas non plus de la simulation, c'est vraiment des choses bien précises, à des endroits bien précis. Et donc, c'est vraiment une vraie pathologie. Donc, il faut que les fibromyalgiques, il faut bien qu'elles aient en tête qu'elles sont pas folles. Elles ont vraiment quelque chose. Si je voulais faire la publicité pour mon livre, j'irais quasiment d'amener le bouquin ou d'amener une référence au médecin. Il faut que le médecin... Alors maintenant, les médecins sont quand même un peu plus informés qu'il y a 20 ans. Ils commencent à connaître ce mot de fibromyalgie. On en voit un peu à la télé, dans les émissions concernant les maladies rares. Bon, là, c'est pas de maladie rare, puisqu'il y a 4% des Françaises, mais c'est quand même une pathologie dont on n'a pas encore de traitement. Donc, on peut la considérer comme étant une maladie rare, ou en tout cas, pour l'instant, sans traitement. Donc, si je pouvais dire une chose aux fibromyalgiques, c'est déjà de savoir qu'on peut les améliorer, à condition de tomber donc sur une équipe qui est habituée à ça, et de ne pas hésiter à changer, entre guillemets, de crèmerie quand le médecin n'est pas attentif. La fibromyalgie est une maladie. On n'en a pas encore la cause exacte, on la connaîtra peut-être un jour, on n'a pas encore le médicament miracle, mais on peut l'améliorer. Voilà. Mais le traitement ne se cantonne pas à 2 Doliprane quand on a mal ou à des anti-inflammatoires. Ça, ces traitements ponctuels sur la douleur, pris de façon isolée, ils ont quand même bien montré leur inefficacité. Alors c'était le docteur Glohaguin, donc l'auteur du livre Fatigue chronique et fibromyalgie disponible aux éditions Alpen. Donc c'est un livre qui m'a été conseillé par l'une d'entre vous, je ne sais pas si j'ai le droit de la nommer, c'est la pub. Alors apparemment Brigitte et Anita, vous l'avez lu toutes les deux, vous trouvez les réponses je suis en train de le lire. Marie, dans les livres, oui. Je pourrais même préciser quelque chose parce que je suis inscrite à la médiathèque de Mantes-la-Jolie. Et il est à la médiathèque. Donc je l'ai loué et je peux vous dire qu'avant moi, il y a déjà 10 personnes qui l'ont lu. Ah bon, voilà. Vous faites bien de le dire comme ça. À noter, chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre à la médiathèque de Mantes-la-Jolie.
Donc moi, ça m'a. Oui. J'ai fait plus que lire, c'est que ça m'a véritablement aidé. C'est-à-dire que j'ai trouvé je suis tombée sur ce livre, mais comme ça, hein, par le concours de circonstances, et c'était je crois en 2008 ou quelque chose comme ça. Et j'étais diagnostiquée en septembre 2007. Et oui, 2008 ou fin 2008, quelque chose. Parce que je sais qu'il a fait deux versions en fait. C'est-à-dire qu'il a fait une nouvelle version que Anita donc s'est procurée. Et moi, j'ai été stupéfaite parce que il avait vraiment, il est allé dans tous les détails parce qu'en fait, il y a 100 symptômes pour la fibromyalgie. Hein, il va y avoir des acouphènes, il va y avoir des choses mais tellement diversifiées que bon, on sait pas. C'est vrai que quelqu'un qui se retrouve devant tous ces symptômes, c'est bon, bah oui, on a les maux de tête, on a des acouphènes, on a des trucs. Enfin bon, on a 18 points, les fameux 18 points INUS qui sont touchés. Hein, donc ces 18 points, c'est au niveau de la colonne, le haut du dos, enfin etc. On a très mal aux mâchoires, on a, enfin bon, je sais pas comment. Et c'est vrai qu'on a toutes souri quand on l'a entendu dire, mais non, vous êtes pas folle. Mais voilà, ça fait du bien. C'est bien. Parce que c'est pas le cas. Ouais, parce que franchement, bon, et autour de nous, bon, à la limite, c'est pas, enfin. C'est moins gênant quand ce sont des personnes extérieures à notre famille, on va dire. Mais quand c'est dans la famille où il commence à y avoir suspicion de ah bah oui, t'as pas envie de bosser ou t'as pas envie de là, c'est difficile, c'est très très dur. Alors donc, moi je rajouterais quelque chose dans la famille. Pour ce qui me concerne, ça s'est pas trop mal passé, mais au niveau professionnel, pour moi c'est très difficile. Vous êtes toujours je suis encore en activité. D'accord. Je suis à mi-temps. Je suis à mi-temps, l'autre mi-temps étant payé par une pension d'invalidité. D'accord. Mais le handicap dans le monde du travail n'est absolument pas reconnu et on nous dit sans arrêt qu'on n'est pas efficace. Surtout un handicap qui n'est pas visible en fait. Voilà. Oui, tout à fait. Problème. Tout à fait. Donc Brigitte, vous êtes aussi moi je suis en arrêt de travail prolongé là. J'espère reprendre. C'est le grand espoir de tous. Oui, c'est tout à fait ça. Mais pas perdre espoir. Alors il y a aussi le docteur Clohaguin a dit quelque chose d'assez intéressant et d'assez étonnant qui peut effrayer même. C'est méfiez-vous des docteurs, faites attention aux médecins, aux spécialistes que vous allez voir, parce que certains spécialistes justement ne connaissent pas encore la maladie, de moins en moins, mais il y en a encore, et donc qui pensent toujours que c'est une maladie qu'on invente ou que tout se passe dans la tête. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de problème? Tout à fait. Généralement, les médecins traitants ne connaissent pas la maladie. Ils en ont entendu parler, ils ne savent absolument pas la traiter. Donc il faut se diriger vers un rhumatologue, mais tous les rhumatologues ne connaissent pas non plus la maladie. Et donc c'est une maladie pluridisciplinaire. Et donc, l'idée c'est quand même d'essayer de voir plusieurs spécialistes, rhumatologues, kinés, psy. Pour une neurologue, d'accord, devrait découvrir la maladie. Ils savent pas entre rhumatologue, neurologue. Apparemment, ils s'orientent plus vers le rhumatologue. C'est vraiment le rhumatologue. Le rhumatologue. On nous dit c'est lui qui peut faire le diagnostic. Parce que les neurologues. Parce que bon, le neurologue, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? De toute façon, on va passer des examens, électroencéphalogramme, choses comme ça. À quoi ça sert? On n'a rien. Mais pour la prise en charge après, je veux dire. Moi, je dirais un bon ostéopathe peut apporter énormément de confort, surtout au niveau de la fatigue, parce qu'il va réduire certaines douleurs, et donc on aura voilà, je trouve pas mon mot. C'est pas grave, ça va revenir. Une qualité de vie, une qualité de vie bien meilleure du fait d'avoir légèrement moins de douleurs et du coup moins de fatigue. Donc un très bon ostéopathe, mais là c'est pareil, il faut chercher. Moi, je suis pas tombée tout de suite sur le bon. Il a fallu que, par hasard, je tombe sur un autre qui m'a soulagée. Mais comme il dit, en plus, ce qui est assez bizarre, c'est que il peut me soulager moi, mais peut-être qu'une autre patiente, il ne pourra pas la soulager. D'accord. Donc là encore, il y a de grandes. Ça reste questions. Vraiment individuel. Voilà. C'est vraiment. Et donc un ostéopathe qui aussi manipule le corps avec précaution quand même. Ah bah oui. Par rapport à la douleur que vous avez. Cet ostéopathe justement, il fait pas de manipulation, il fait pas du tout craquer les os, le corps, tout ça.
il manipule sur la pulsation des doigts, je dirais. Donc ça fait absolument pas mal. Alors moi j'ai une kiné qui est absolument formidable, que je dis que c'est mon médicament, ma kiné, parce qu'elle me remet tout le temps en place. Elle fait de la rebouterie. Et moi, elle me fait craquer. Mais ceci dit, je le tolère très bien. Moi, c'est ce qui m'a sauvé le foie. J'en ressors bien. D'accord. Donc ça c'est bien aussi peut-être pour les auditrices auditeurs qui nous écoutent, peut-être qu'on pourrait donner justement soit un numéro ou un contact auquel on peut vous joindre pour avoir justement le nom de tous ces spécialistes. Oui, l'association AEF, donc on a un site internet qui vient juste de changer, donc ça s'appelle association AEF tout attaché. Après, il faut marquer, association AEF.wifeo, wifeo.fr. Donc là, vous aurez les coordonnées de Marie et de Anita pour l'association. On fait des groupes de parole une fois par mois. Et puis, on explique un peu les bienfaits de la relaxation. On a mis des liens justement sur certaines relaxations faites par des médecins. Et donc, il y a plein de choses qui expliquent comment essayer d'aller un petit peu mieux. Eh bien, très bien. Et je précise à nos auditeurs, auditrices que ces renseignements seront bien sûr disponibles sur le site de la radio si vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Alors, est-ce que vous avez essayé l'homéopathie ? Moi, j'ai des amis qui l'ont fait. Oui. Donc, il y en a une que ça a marché à peu près, d'après elle, et d'autres non. D'accord. Voilà. Moi, mon médecin, il est contre. Bon, alors là aussi c'est à chacune d'essayer. Alors je vous propose là d'écouter une interview d'une docteure en fait en homéopathie. Elle s'appelle Katia Braga, elle est donc docteure en homéopathie mais aussi auteure du livre Soulager la fibromyalgie grâce à l'homéopathie et aux médecines complémentaires, un livre disponible aux éditions Quintessence. Et donc je lui ai demandé pourquoi elle avait écrit un livre sur ce sujet. Alors en fait, il y a plusieurs choses qui ont fait que je me suis tournée vers la fibromyalgie. Déjà, pour commencer, je trouve que donc la fibromyalgie est une réelle maladie, et en tant que maladie, je pense que les personnes atteintes ont le droit quand même de connaître le peu qu'on peut connaître sur cette maladie. Donc, je voulais faire réunir en fait toutes les informations possibles pour faire comme un guide pour les malades. Et de plus, c'est aussi une rencontre avec une patiente atteinte de fibromyalgie qui m'a vraiment touchée, et je me suis rendu compte combien les malades avaient besoin de reconnaissance. Donc, en fait, voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet. Et donc, à travers ce livre, il y a différents remèdes, différentes pistes pour les patients. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus en détail, justement ? Quelles sont ces différentes techniques sur lesquelles les patients peuvent se diriger ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, ce sont les médecines dites complémentaires ou douces, donc ou même alternatives. Le but, c'est de compléter donc le traitement de base avec les médecines alternatives et peut-être arriver avec l'accord du médecin à un arrêt des médicaments par la suite. Mais le but principal vraiment avec ces médecines complémentaires, c'est d'éviter justement tous ces effets secondaires qu'on retrouve dans les médicaments traditionnels comme l'accoutumance par exemple aux antidouleurs qui peuvent être très puissants. Par contre, au niveau remède vraiment spécifique, au niveau de l'homéopathie, il n'en existe pas vraiment. Mais comme l'homéopathie est une médecine donc de symptômes et la fibromyalgie c'est aussi un ensemble de symptômes, je trouve que ça se complète bien, car on peut vraiment aller chercher un remède pour par exemple une douleur spécifique d'une personne atteinte de fibromyalgie. Et à ce moment-là, on peut vraiment travailler sur un point spécifique, pas un point large comme avec un antidouleur normal. C'est ça qui est aussi très intéressant dans l'homéopathie. Et puis aussi, par contre, on trouve la phytothérapie, elle a vraiment sorti un remède spécifique à la fibromyalgie qui s'appelle la fibromyalgine. Alors, les patients habituellement, ils trouvent que ça soulage beaucoup, que c'est vraiment quelque chose de bien, mais c'est surtout au niveau des troubles du sommeil et puis du niveau de vie en général. Mais il est vrai qu'il n'y a pas vraiment un remède spécifiquement qui va traiter tous les symptômes. Mais les médecines alternatives sont vraiment quelque chose de très important qui aide réellement à soulager, tant au niveau des douleurs physiques qu'aussi au niveau psychique, qui est très atteint aussi en cas de fibromyalgie en fait.
Donc c'était Katia Braga qui est auteure du livre Soulager la fibromyalgie grâce à l'homéopathie et aux médecines complémentaires, disponible aux éditions Quintessence. Et donc vous n'avez pour la plupart pas vraiment testé l'homéopathie ou pas eu de réponse avec l'homéopathie. Mais qu'en est-il de la fibromyalgine? Alors moi j'ai essayé fibromyalgine pendant 6 mois. Et même au niveau du sommeil, ça avait absolument rien fait. Donc, vu le prix, parce que c'est très cher. C'est très cher. Ouais. C'est pas remboursé. C'est pas remboursé. Donc, j'ai arrêté. Voilà. Donc là, c'est un peu le même retour. Moi, j'ai pas essayé. D'accord. Enfin, j'en ai entendu parler, bien sûr. Et puis, en plus, il fallait aller sur Internet et tout ça pour se la procurer. C'était compliqué. Bon, après, la pharmacie pouvait me les procurer. Mais enfin, bon, je suis pas lancée là-dedans. En revanche, l'homéopathie, oui, c'est voilà. Ça dépend. C'est à chacun des ça dépend des personnes. Et donc après, mis à part l'ostéopathe, la kiné, est-ce qu'il y a des remèdes matériels, je veux dire, si ce n'est pas l'homéopathie ni la phytothérapie, est-ce des remèdes mais complémentaires vous avez un peu essayé, abandonné les médicaments traditionnels, mais sans forcément les remplacer? Non, on n'a pas remplacé les médicaments traditionnels, c'est qu'on arrive à les doser beaucoup mieux qu'avant. C'est-à-dire qu'au début, notre médecin nous dit je vous prescris 3 efferalgan ou tant de... Enfin bref, je peux pas dire, c'est vrai, le nom des médicaments. Bref, au départ, on prend exactement ce qui nous marque sur l'ordonnance et petit à petit, on arrive à jauger, à se dire aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, donc j'en prends un peu moins. Et comme ça, le jour où on est un peu moins bien, eh bien, on a de quoi nous aider. Parce que c'est vrai que le médicament aussi nous met dans un état un peu bizarre, quoi. Ça nous assomme aussi. Voilà, c'est ça. Donc si c'est pour ne plus ressentir les douleurs mais rester cloué au lit, il faut peser un peu le pour et le contre. Voilà, sauf que le problème, on ressent quand même la douleur avec le médicament. Voilà. Moi, je prends aussi des antidépresseurs. Depuis 2 ans. Oui, puisqu'au départ, on nous a parlé à toutes. On nous en donne en petite dose, oui, c'était des antidépresseurs à petite dose, juste se servir de la molécule, en fait. Voilà, c'était surtout ça. C'était pas pour oui, l'antidépresseur en tant que tel. Décontracter les muscles. C'était pour décontracter, voilà. Donc, on y est toutes plus ou moins passées. Bon, moi, je supporte rien, donc de toute façon, le problème est réglé. En revanche, c'est vrai que ça serait peut-être bien l'homéopathie, parce que de toute façon, vu ce que je prends et ce que est-ce que ça manque? Ce qui fait aussi beaucoup de bien, c'est la balnéo. La balnéo, ça fait énormément de bien. Les soins en piscine. Voilà. Et moi, j'ai eu la chance de tomber sur une kiné qui a commencé par me masser, mais je dirais à l'effleurement. Donc masser à l'effleurement pour pouvoir commencer à supporter le geste. Et puis, comme disait Marie tout à l'heure, beaucoup de relaxation. Puisque la relaxation nous aide justement à nous décontracter et à lâcher prise sur toutes les choses qu'on ne peut pas gérer, quoi. D'accord. Donc on voit que c'est une maladie quand même à apprivoiser un peu. Tout à fait, oui. Je dis toujours aux nouvelles qui arrivent à l'association, c'est une maladie qui tape du poing sur la table pour nous dire, bon, maintenant ça suffit, t'as vécu un petit peu trop rapidement, un peu trop vite, t'as voulu tout brûler, et bien maintenant il faut te reposer. Donc maintenant, voilà, il faut apprendre à vivre au ralenti, parce que contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, allez, pousse-toi aux fesses, ça ira mieux, etc. Eh bien non, plus on se pousse, plus on tombe bas. Donc voilà, il faut apprendre à gérer le quotidien de façon à ne pas aller jusqu'à l'épuisement, savoir s'écouter, ne pas aller repasser pendant 2 heures, ne pas aller faire les courses pendant 2 heures. Voilà, il faut savoir gérer son temps et savoir se prendre en charge et savoir se dorloter, voilà. Et s'adapter aussi en fonction des saisons. Voilà. Ah oui, tout à fait. Oui, les saisons, c'est très important. Chaque changement de saison nous fatigue énormément. Et évidemment, l'hiver est beaucoup plus difficile puisque le froid nous contracte les muscles. Voilà. Moi, j'ai pas besoin de regarder la météo. Je me dis tout de suite. Toujours. C'est le côté positif. Voilà. Enfin. Mais bon, pas vraiment. Par contre, moi, je peux pas. Je vais chez le kiné, mais on peut pas me masser. Par contre, d'accord. Je suis très sensible, donc je fais en piscine. Par contre. D'accord. Donc c'est des jets selon plusieurs auteurs et on les règle selon la douleur.
Et si c'est très fort la douleur, donc on le fait pas. Et puis après c'est le kiné qui nous passe le geste sur le corps selon la puissance, quoi. D'accord. Il y a que comme ça que j'y arrive. Autrement en massage, ils peuvent pas me toucher, quoi. Donc on le voit, vous avez toutes des méthodes un peu Voilà. à vous. Ouais. Est-ce que à l'heure actuelle, là ça fait un moment que vous avez été diagnostiqué fibromyalgique, est-ce que vous avez encore des peurs, des doutes par rapport à cette maladie? Oui, parce que quand on se couche le soir, on ne sait absolument pas dans quel état on va se réveiller le lendemain. Et on ne peut pas faire de projet, en fait. Voilà, oui. Les projets sont difficiles en tous les cas. On en fait parce qu'on a envie d'en faire, mais on ne sait pas vraiment si on va pouvoir venir. Aujourd'hui, une amie fibromyalgique devait nous accompagner. Malheureusement, elle est couchée aujourd'hui parce qu'elle a dû aller voir sa psy hier à Paris. Il a fallu qu'elle prenne le train. Le train aller-retour, ça l'a épuisée. Aujourd'hui, elle ne peut rien faire. Psy, puisque le travail que l'on fait, ça nous met bas aussi. Hein. Moi, je sais que ça me... Quand on fait un effort une journée, on sait qu'on va le payer le lendemain, des fois dans la journée même. Même si on fait pas d'effort, des fois on est bien, on va se lever, on est bien 5-10 minutes, et puis après, paf, ça... C'est vrai. Ça change dans la journée. Ça change, on peut très bien se réveiller en 10 minutes, ça change, et puis voilà. On sait jamais comment on va être dans la demi-heure qui suit. Et le lever est aussi très difficile, parce que quand on a passé une nuit sans beaucoup bouger, dormir, le matin, on est vraiment très raide. Très raide et on fait les choses au ralenti. On a l'impression, moi je dis toujours, on a l'impression d'avoir entre 80 et 90 ans. Ah oui, on rajoute 30 ans en fin de compte. On rajoute 30 ans. D'accord. Et même des personnes âgées qui sont plus enfants, plus alertes que nous. Voilà, moi je connais des personnes âgées de 80 ans. Ils vont faire du jogging et tout. C'est même pas la peine. Le jogging, on passe pas. Mais moi je tenais quand même à dire que c'est mon médecin traitant de famille qui a découvert ma maladie. D'accord. Voilà. C'est quand même assez rare, c'est bien de le souligner. Oui, il y a des médecins traitants quand même à le mien connaissait très bien la fibromyalgie. C'est grâce à lui que qui a découvert ma maladie, parce que tous les rhumatos que je voyais et les centres antidouleurs, c'était dans ma tête, j'étais folle, quoi. D'accord. Bon, voilà, je tenais quand même à souligner. C'est bien de les souligner et merci pour tous ces conseils que vous avez pu nous donner. Alors avant de finir cette émission, il nous reste une petite interview à écouter. Il s'agit de Carole Robert, donc la présidente de l'association Fibromyalgie France. Elle nous parle donc de l'évolution au niveau de la reconnaissance de la maladie. Qu'en est-il justement de cette évolution? On l'écoute. Alors oui, incontestablement, depuis 1998, qui a été le début de notre engagement, on a vu une nette amélioration de la compréhension de la fibromyalgie. Enfin, je dis compréhension qui est en fait la reconnaissance institutionnelle, puisque la fibromyalgie est reconnue par l'Académie de médecine française, par le Parlement européen, très récemment par la Haute Autorité de Santé et par l'OMS. Donc il y a une meilleure compréhension de ce qu'est le syndrome de fibromyalgie et par ailleurs l'acceptation que nous existons bien. Cela demeure difficile malgré tout. Pour vous, que reste-t-il à faire? Au niveau de la prise en charge, il reste beaucoup à faire. En particulier, je pense à un financement, une volonté politique d'aider les centres de la douleur, par exemple, ou en tout cas et les médecins généralistes à mieux comprendre cette maladie et mieux la prendre en charge. Il n'y a pas une réelle volonté politique, il y a du changement, il y a des médecins spécialistes de la douleur qui se sont engagés dans ce combat également auprès des associations, mais il reste encore une difficulté au niveau de la formation sur la fibromyalgie et de financement finalement de centres de référence. Est-ce que ça va être un peu du coup l'objectif de la journée du 12 mai? Alors la journée du 12 mai en général, c'est une journée où nous attirons l'attention des médias sur l'existence de notre pathologie. Ce sera la 18e cette année. Nous sommes plus dans l'esprit encore une année de plus. Et voilà. Cette année, l'année dernière, nous avions fait une conférence nationale. Cette année, ça va être un petit peu plus difficile. La pathologie et le combat reposent essentiellement sur la volonté de malades sévèrement atteints. Donc cette année, notre équipe est un petit peu en état de fatigue générale. Nous allons mener une action qui sera plutôt politisée,
c'est-à-dire en direction des décideurs. Une action dans laquelle nous investirons, oui, nos adhérents. D'accord. Je me demandais aussi, est-ce que le Téléthon parle de fibromyalgie ? C'est des rumeurs en fait que j'ai entendues et je voulais peut-être vérifier auprès de vous. Alors c'est pas tout à fait comme cela. Le Téléthon, enfin en tout cas l'AFM nous a reçus récemment. Nous avons un discours commun sur la douleur chronique. En tout cas on peut en discuter. Nous savons simplement que des initiatives locales ont lieu au niveau du Téléthon. Donc je dis bien local, ce sont des mouvements, soit de malades, soit d'associations qui, en contact avec les organisateurs du Téléthon, peuvent obtenir un stand. Au niveau national, en tout cas à la télévision, je ne pense pas qu'on parle de la fibromyalgie. Ce serait bien. Hein. Nous avons lu récemment le rapport de la CSA qui demande à ce que des pathologies soient un petit peu avancées, je veux dire publiquement. Beaucoup. Je trouve pas le terme parce que participer au Téléthon publiquement, ce serait véritablement un coup de pouce pour nous. J'ai vu, en tout cas dans le rapport de la CSA, que la fibromyalgie était bien nommée dans notre association. Donc on peut espérer que dans les années à venir, enfin en tout cas c'est notre espoir, que l'AFM nous associera à la médiatisation de la fibromyalgie. En tout cas pour l'instant, à notre connaissance, ce n'est pas... Enfin nous n'avons pas été contactés dans ce sens. Donc on voit qu'il faut quand même garder espoir, c'est peut-être la chose la plus difficile quand on est malade. Donc là on a eu votre avis en fait par rapport à votre fonction de présidente dans l'association. Et maintenant, en tant que patiente, est-ce que vous auriez quelque chose à dire justement aux fibromyalgiques qui écoutent, mais aussi à tous nos auditeurs et auditrices, qu'ils soient proches ou non de patients ou de patientes? Alors, en tant que patiente fibromyalgique depuis plus de 30 ans, maman d'une jeune fille fibromyalgique depuis l'âge de 13 ans, moi mon sentiment, et je ne veux pas déstabiliser les malades, mais c'est de la colère. Je dis de la colère parce que c'est très long de vivre des décennies avec une pathologie pas bien appréhendée, mal appréciée, et de vivre son quotidien malgré tout, ce que veut dire élever ses enfants, travailler à plein temps, rester dans la vie, c'est extrêmement complexe. Et moi, c'est vrai qu'en tant que patiente, et c'est la présidente qui parle en même temps, j'ai quand même un sentiment de colère parce que si on nous aidait, si on nous prenait en charge beaucoup plus tôt, s'il y avait une compréhension autour de nous, je pense que nous n'atteindrions pas un état aussi difficile. Je dis pas grabataire, hein, j'en suis pas à parler comme cela, mais quand même à dire que notre quotidien est extrêmement complexe et que malgré tout, nous devons continuer à être des femmes, des mamans, des amies, bien travailler, enfin jouer un rôle complexe. Tout ça un petit peu ou même beaucoup dans l'ignorance. Donc je pense que les malades devraient se regrouper de façon peut-être plus active. Je sens souvent des gens qui se mettent en retrait, et on le comprend bien, avec de telles difficultés. Je pense qu'il faudrait arriver à se faire entendre, c'est complexe. C'est très complexe, mais vous avez vu, c'est la présidente qui reparle aussitôt. Et donc c'était Carole Robert, présidente de l'association Fibromyalgie France. On l'a entendue très engagée, porteuse d'un peu d'espoir aussi. Alors l'espoir, ça fait partie du nom de votre association. Vous êtes aussi donc 4 femmes engagées dans une association Espoir Fibromyalgie Île-de-France. Donc pour finir cette émission assez complète, je pense, sur la fibromyalgie, j'aimerais qu'on finisse peut-être par un message d'espoir. Bien, comme disait Carole Robert, c'est vrai que dès qu'on a les premiers symptômes de la fibromyalgie, c'est bien d'essayer d'être prise en charge de façon à ne pas tomber dans l'épuisement total. Donc je dirais que dès que quelqu'un continue à pouvoir travailler, c'est un pas de gagner sur la maladie. Et il faut savoir que lorsqu'on continue à travailler, eh bien évidemment on a le moral. Donc, je pense que plutôt que de décrier ces personnes qui ont le courage de continuer à travailler malgré cette maladie, il faudrait peut-être un petit peu les aider, tout simplement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à toutes les 4 pour ces témoignages et pour tous ces renseignements. Merci. Et donc une très bonne fin de journée à vous et à vous aussi, chères auditrices, chers auditeurs. Donc cette émission sera disponible sur le site de la radio www.lfm-radio.com. Dès demain, elle sera aussi podcastée, vous pourrez la podcaster et elle sera aussi rediffusée vendredi à 14h et samedi à 13h. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission de Femmes à vous la parole et d'ici là, une très bonne semaine à toutes et à tous.